Bouazzine et ma collègue Dr Amina Cheb de vous présenter la procédure de prise en charge respiratoire hors réanimation des patients hospitalisés dans le cadre de la pandémie Covid-19. Cet exposé était dirigé par nos maîtres Dr Belrif et Dr Ben Abdallah. Et avant de commencer, je vous demande d'éteindre vos micros, sinon ça fait des échos. Merci. Alors, pour introduire, je dirais que l'infection au Covid-19 est une infection aiguë à résolution spontanée dans la plupart des cas. La présentation clinique peut varier des symptômes respiratoires légers à une pneumonie sévère, évoluant vers l'insuffisance respiratoire aiguë fulminante. La prévalence de l'IRA chez les malades atteints de l'infection Covid-19 a été estimée entre 15 et 20%. Des données récentes ont montré que 41% des malades ayant une forme sévère nécessitent l'oxygénothérapie et 5% nécessitent une hospitalisation en réa avec une ventilation mécanique. Dans cet exposé, on va donc surtout s'intéresser aux formes mineures à modérées de l'infection Covid qui nécessitent une hospitalisation hors réanimation et une gestion de voies aériennes. Au-delà de l'assistance ventilatoire mécanique en réa, différentes techniques d'assistance ventilatoire non invasive ont été utilisées dans les formes d'IRA sévères, telles que la VNI, la CPAP et l'oxygène à haut débit. Compte tenu des dépassements des capacités sanitaires observées dans certaines régions, ces techniques peuvent être appliquées dans les services conventionnels de pneumologie experts et dans des services moins spécialisés tels que les unités de Covid. Donc, on va commencer par les outils disponibles. Je vais vous présenter l'oxygénothérapie conventionnelle et à haut débit et ma collègue Amina va se charger de la CPAP et de la VNI. Puis, on va synthétiser ensemble la prise en charge respiratoire. Alors, pour l'oxygénothérapie, l'oxygène doit être utilisé en cas de pneumopathie grave à Covid-19 dès que la saturation est inférieure à 93%, avec une cible de saturation à 96% et un peu moins chez les VPCO. Et bien sûr, il faut pas dépasser le 96% car on risque d'avoir des lésions d'hyperoxie qui sont délétères. Il faut toujours associer la clinique, essayer d'avoir une gazométrie. Notre objectif, c'est d'augmenter la fraction inspirée en oxygène et de corriger l'effet shunt dû à la diminution de la ventilation. Intéressons-nous au début aux lunettes nasales. Il est proposé toujours de commencer par des lunettes nasales. Le débit peut atteindre 6 litres minute, mais il faut faire attention au risque d'aérosolisation des virus. Idéalement, il faut associer un filtre antiviral, chose malheureusement qu'on n'arrive pas à l'avoir dans nos urgences. Et bien sûr, il ne faut pas oublier de faire porter aux patients un masque chirurgical et puis penser à s'autoprotéger. Et là, j'insiste sur les équipements de protection individuelle, les PI. Passons aux masques aux oxygènes ou les masques à moyenne concentration. Ces derniers peuvent être utilisés pour atteindre des concentrations d'oxygène supérieures à celles avec les lunettes nasales. Le débit d'oxygène doit être entre 5 et 8 litres minute, avec une FiO2 allant jusqu'à 50%. Les masques haute concentration, appelés aussi masques sans réinhalation, ces derniers peuvent fournir une FiO2 allant jusqu'à 90%. Pour un débit entre 8 et 15 litres. On le connaît avec une valve unidirectionnelle anti-retour qui s'ouvre en inspiration. L'étanchéité du masque et le mode respiratoire du patient peuvent affecter la concentration en oxygène. Il n'y a pas de limite d'inhalation du débit d'oxygène, mais au-delà de 6 litres minute, en cas d'utilisation d'un masque haute concentration, là, il faut aviser le médecin réanimateur. Passons au masque Venturi. Ce dernier possède
des ouvertures latérales permettant d'évacuer le CO2. Il existe plusieurs embouts de couleurs différentes, comme vous voyez dans cette figure, pour une FiO2 variable allant jusqu'à 60%. Et bien sûr, pour chaque FiO2, le débit d'oxygène à régler découle en conséquence. L'intérêt de masques Venturi réside surtout chez les patients PPCO, mais malheureusement, on ne dispose pas de ce type de masque dans toutes les urgences de la Tunisie. Parlons-en maintenant de l'oxygénothérapie nasale humidifiée à haut débit, ou ce qu'on appelle l'Optiflow. En effet, c'est un système qui permet de délivrer de l'oxygène réchauffé et humidifié avec une FiO2 maîtrisée et ajustable. Les débits peuvent atteindre 80 litres minute avec une FiO2 de 100%. L'oxygène est administré par une canule nasale, comme vous le voyez dans cette figure, ce qui garantit la tolérance et le confort chez le patient. Quels sont ses avantages par rapport à l'oxygénothérapie conventionnelle? En effet, l'oxygène à haut débit a l'intérêt de donner beaucoup plus de FiO2, qui est plus constante et plus élevée. Ça permet aussi de générer une PEP modérée, permettant un meilleur recrutement alvéolaire. Donc, ça permet de réduire l'espace mort et de diminuer le travail ventilatoire. En effet, dans une étude randomisée contrôlée sur l'IRA hypoxique, l'oxygène à haut débit a été comparé à l'oxygène conventionnel. Les auteurs ont montré une diminution des intubations sans améliorer la survie ou la durée de séjour. Et même s'il n'y a pas de différence de survie, la diminution du nombre d'intubations est un résultat important dans le cadre de cette pandémie où les ressources sont insuffisantes. Arrivons au seul inconvénient de l'oxygène à haut débit. Bon, je pense que l'oxygène à haut débit existe dans certaines urgences de la Tunisie, mais c'est pas aussi facile de les avoir un peu partout. Effectivement, ça reste le problème du coût et de disponibilité. Enfin, ça coûte actuellement entre les 19 et les 20 000 dinars. Et enfin, j'insiste sur le risque majeur de contamination. Et là, il faut prendre les mesures strictes de protection. Il faut faire porter le patient un masque chirurgical avec la canule nasale. Et bien sûr, il faut assurer l'étanchéité maximale de l'interface. Arrivons maintenant aux moyens de ventilation non invasive. Et là, je vais céder la parole à ma collègue, Dr Amina. Merci, Dr Omesdé. Après avoir détaillé les différents moyens de l'oxygénothérapie conventionnelle et l'oxygène à haut débit, passons maintenant aux autres moyens de la ventilation non invasive. Tout d'abord, il faut savoir que leur bénéfice en cas d'insuffisance respiratoire hypoxémique liée au Covid n'est pas définitivement démontré. Mais vu la non-disponibilité d'Optiflow, on se trouve dans l'obligation de passer directement à la CEPAP et à la BNI, même si on ne dispose pas des recommandations claires et validées. Commençons d'abord par la CEPAP. Comme vous connaissez, la CEPAP est un support ventilatoire permettant de maintenir pendant tous les cycles respiratoires, inspiration et expiration, une pression positive au niveau du voie aérien. Le but est d'augmenter la capacité résiduaire fonctionnelle et améliorer l'oxygénation. En cas d'échec de l'oxygénothérapie habituelle, si persistance de l'hypoxie malgré un haut débit d'oxygène, la CEPAP peut être une solution. Bien sûr, en absence d'une indication urgente d'intubation et d'une hypercapnie. Elle doit être réalisée sous surveillance rapprochée, sous une supervision médicale. La CEPAP est plus simple, moins coûteuse et moins délétère que la VNI. L'interface utilisée doit être la mieux adaptée aux faciès du patient et elle doit être utilisée avec un filtre pour éviter la contamination du personnel. Comme rappel, la VNI est une méthode d'assistance ventilatoire mécanique. Le but est de prendre en charge le travail respiratoire du patient, d'assurer une ventilation alvéolaire satisfaisante, tout en administrant de l'air enrichi en oxygène grâce à un masque bucco-nasal
sans oublier d'assurer une étanchéité vis-à-vis de l'air extérieur. Et ceci afin d'éviter les fuites buccales et donc un asynchronisme avec le ventilateur. Bien évidemment, la pneumonie virale n'est pas une indication reconnue à la VNI, elle n'est pas associée à une pathologie respiratoire ou cardiaque chronique. Toutefois, certains auteurs préconisent lors d'une IRA secondaire à la pneumonie à Covid de faire recours à la VNI en cas d'échec de moyens décrits précédemment ou en pré-oxygénation pour l'intubation. La place de la VNI est indéterminée dans l'insuffisance respiratoire hypoxémique secondaire à la pneumonie à SARS-CoV-2. Seules les indications démontrées, qui sont la décompensation hypercapnique d'une bronchopneumopathie obstructive et l'œdème aigu de poumon survenant chez un patient Covid-19, sont indiscutables. La VNI a un risque accru d'aérosolisation virale. Dans ce domaine, les directives de l'OMS préconisent l'utilisation de la CPAP ou de la VNI à condition que des équipements de protection individuelle appropriés soient portés. Une interface des casques peut être appliquée car elle limite d'une part la propagation virale et elle diminue aussi le taux d'intubation et la mortalité. Et il vaut mieux utiliser un filtre antimicrobien sur le circuit expiratoire et inspiratoire du ventilateur. Il convient d'être attentif aussi au fait que les patients souffrant d'une pneumonie à SARS-CoV-2 sont à haut risque de s'aggraver de façon brutale, détérioration que peut conduire à un arrêt cardiaque d'origine hypoxique. Donc, il est primordial d'assurer une surveillance qui doit être intensifiée et que le matériel nécessaire à une intubation en urgence soit disponible. Voilà une figure qui illustre l'escalade thérapeutique avec les différents moyens d'oxygénothérapie disponibles ainsi que leur débit maximal et leur FiO2. Permettez-moi maintenant de céder la parole à Dr Dean pour détailler les étapes de la stratégie de la prise en charge du patient Covid en dehors de la réanimation. Arrivons à la prise en charge respiratoire et là, on va synthétiser ensemble des recommandations françaises récentes publiées en juillet 2020. Ne vous inquiétez pour cette petite taille, je vous la développer étape par étape. Donc, commençons par la première étape. Vous avez une pneumopathie grave à Covid-19. Et ce qu'il faut faire, c'est d'avoir tout d'abord une gazométrie et ou une oxymétrie à l'air ambiant. Vous devez commencer par l'oxygénothérapie conventionnelle avec une cible de saturation à 92 à 96% et un peu moins chez les BPCO. Sans oublier bien sûr la clinique. Et là, j'insiste sur la surveillance de la fréquence respiratoire. Notre objectif, c'est de faire baisser la fréquence inférieure à 30 cycles par minute et d'atteindre notre cible de saturation. Une fois notre objectif est atteint, là, il faut continuer notre surveillance habituelle. Sinon, on va passer à la deuxième étape qui est la plus importante. Donc, pour la deuxième étape, vous avez mettez de l'oxygène jusqu'à 6 litres minute et votre malade est encore polypnéique ou il désature. Là, vous devez commencer à avertir le réanimateur. Vous dites attention, j'ai un malade qui risque d'être intubé. Et là, on va commencer à traiter les patients dans les unités de Covid ou dans les services de pneumo. Et nous allons opter donc pour des moyens non invasifs. Il faut commencer par l'oxygénothérapie à haut débit ou l'Optiflow. Mais bien sûr, ça reste le problème du manque de matériel. Ou bien on va mettre notre patient sous CPAP avec une PEP à 10. La VNI reste en dernier recours. Pourquoi? Parce que dans la littérature, il y a des études qui sont pour, des autres qui sont contre. Vu le risque majeur de contamination, le risque d'infection nosocomiale et le risque de retarder une intubation orotrachiale. Mais de toute façon, on n'a pas le choix, devant le fait que nos ressources sont limitées, et s'il n'y a pas d'accès à l'Optiflow ni à la CPAP, la VNI doit être considérée comme un outil envisageable. Et dans ce cas, bien sûr, il faut prendre les mesures strictes de sécurité. Si notre objectif est atteint, on va continuer notre surveillance habituelle
Sinon, bien sûr, malheureusement, on va arriver à la dernière étape et une fois cette escalade thérapeutique est en cours et notre patient n'arrive pas à avoir la saturation cible, là, malheureusement, on va passer à la ventilation mécanique et à l'intubation orotrachéale. Et c'est une procédure à très haut risque, aussi bien pour le patient que pour le personnel soignant. Mais enfin, pour nous, ça reste un triple défi, celui du diagnostic rapide. Il faut bien sûr passer par l'escalade thérapeutique et sans oublier d'assurer la sécurité de nos patients. Et pour finir, une surveillance étroite est recommandée toutes les 2 heures au début, voire même toutes les heures si possible, et après on étale la surveillance. Les paramètres à surveiller sont la saturation en oxygène, la fréquence respiratoire, les signes de lutte éventuels, la fréquence cardiaque, la pression artérielle et bien sûr l'état de conscience. Quelques notions qu'il ne faut pas oublier. Les patients stables au début peuvent secondairement devenir instables. Un pic tardif de réaggravation a été noté chez un pourcentage non négligeable de patients et il existe possiblement une atteinte neurologique qui fait que ces malades n'expriment pas correctement leur insuffisance respiratoire. En guise de conclusion, la gestion des voies aériennes est problématique dans cette pandémie de Covid-19. Il est nécessaire de faire un diagnostic rapide. La prise en charge passe par une escalade thérapeutique, l'oxygène conventionnel, l'oxygène haut débit, la CPAP et en dernier recours à la BNI. Et il faut faire attention au risque majeur de contamination. Et merci pour votre attention.